toutes et à tous, Pauline Danet, chargée d'animation et de professionnalisation au Cariforef Pays de la Loire. On se retrouve cet après-midi pour ce webinaire consacré à la validation des acquis de l'expérience et ses dernières évolutions en 2025. Je vous informe que ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur notre site Pro Choisir Mon Métier. Le support de présentation diffusé cet après-midi vous sera également remis. Et nous sommes ensemble cet après-midi pour 1h30 jusqu'à 15h30 maximum. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser via le chat. Donc, soit je les relayerai aux intervenants au fur et à mesure, soit nous prendrons un temps pour y répondre à la fin de chaque intervention. Si vous repérez des questions déjà posées dans le chat qui vous paraissent également importantes, n'hésitez pas à les liker, ce qui nous permettra de prioriser les questions. Et donc, alors... Et donc voilà, afin de répondre aujourd'hui à différents objectifs, au programme de ce webinaire, nous allons faire un point sur l'actualité et les évolutions récentes de la VAE avec une présentation des nouvelles fonctionnalités de la plateforme France VAE, un point avec une AAP, architecte accompagnateur de parcours, pour comprendre les différentes étapes de l'accompagnement des candidats, et un dernier point sur les différents financements possibles. Et aujourd'hui, tout cela est rendu possible grâce à nos intervenants. Donc, Monsieur Olivier Gérard de la plateforme France VAE, Yolande Ménard du Cariforef, bonjour. CIBC Pays de la Loire, Hélène Nolin de la région Pays de la Loire, Jean-Louis Rouault de France Travail à la direction régionale des Pays de la Loire, Fabrice Legendre de Transition Pro Pays de la Loire, et ainsi que Cassandra Le Métayer de Transition Pro Pays de la Loire. Et nous allons démarrer ce webinaire par la présentation et les évolutions récentes de la VAE avec un point d'actualité. Et Monsieur Gérard, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci au Cariforef et à la région Pays de Loire de cette invitation et de ce moment de partage avec vous sur les évolutions de France VAE. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour vous présenter un petit peu là où on en est et quelles sont les évolutions qui sont en cours sur le portail de service public de la VAE. Et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Quelques éléments de contexte, hein. Vous rappelez que la mission France VAE est portée par une loi qui répond à trois objectifs, un objectif de simplification, de sécurisation et de modernisation. Donc, trois textes de loi. Un premier texte de décembre 22, qui est la loi fondatrice, hein, de la réforme de la VAE, qui avait pour mission de reposer un texte de base, permettant ensuite, bien évidemment, aux partenaires sociaux de reprendre la main à terme, le jour où ils voudront faire évoluer le dispositif. Et puis deux décrets d'application, un de décembre 23 et un de avril 24. Celui de décembre 23, c'est un peu comment on va mettre en œuvre le service public de la VAE. Et le décret d'application d'avril 2024 correspond à l'organisation des process, à la simplification des process des jurys. Vous allez avoir plusieurs autres arrêtés qui vont, un décret et deux arrêtés qui vont sortir très très prochainement, fin juin, sur la mise en place des logiques de cofinancement et de référencement des architectes accompagnateurs de parcours, les nouvelles CGU et les nouvelles CGU pour les AAP et pour les certificateurs. Donc ce portail, cette mission de France VAE, c'est un portail numérique, hein, qui permet la mise à disposition d'informations et l'accomplissement des démarches de parcours de VAE et de permettre de traiter de la donnée unifiée des parcours VAE, puisque vous le savez aujourd'hui, le traitement de la donnée de la VAE est très disséminé, même si la DARES gère un peu des statistiques, elle ne les gère pas de manière complète. Et donc l'idée aussi, c'était de pouvoir avoir une espèce de photographie de l'ensemble des usagers, enfin de l'ensemble des bénéficiaires et des profils des usagers sur la VE de manière simple et harmonisée. Euh, Ce service public qui fonctionne sur trois piliers, hein. Un premier espace unique pour s'informer, s'orienter. Un des constats que nous avions fait, mais je crois que je l'avais déjà expliqué, c'est que l'information était extrêmement diffuse et donc notre choix est d'avoir été une démarche centrée utilisateur, c'est-à-dire que l'ensemble de l'écosystème arrive sur la plateforme pour informer l'usager. Donc l'usager rentre sur la plateforme et doit retrouver toutes les ressources possibles et inimaginables au lieu d'aller chercher sur chaque ministère, sur chaque certificateur, sur chaque conseil régional, sur chaque serveur qui parlait de la VAE. L'objectif, c'est d'avoir une information claire, accessible, écrite dans un langage normé de niveau baccalauréat, et d'avoir aussi tous les moteurs de recherche pour choisir sa bonne certification et son accompagnateur VAE, puisque
L'objectif est de mettre en visibilité l'ensemble des certifications de même niveau, de même qualité d'expérience, et que le candidat puisse aller regarder ce qui est le plus intéressant pour lui entre un CQP, un titre, un diplôme de plusieurs ministères à vocation professionnelle. Et donc aussi de choisir son accompagnateur VAE, qu'on appelle maintenant désormais un architecte accompagnateur de parcours. La deuxième étape, c'est la simplification pour sécuriser les parcours. Donc, c'est le canal unique pour échanger entre les candidats, l'accompagnateur et le certificateur. Donc, ça fonctionne un peu comme l'esprit de France Connect, c'est-à-dire une entrée usagée et l'ensemble des administrations interagissent avec le candidat. Et donc, c'est la même chose qui se passe sur France VAE. C'est une entrée usagée et les certificateurs, les accompagnateurs interagissent avec le candidat. Deuxième innovation sur la plateforme, c'est le diagnostic de faisabilité qui remplace le livret 1, qui était enfin, l'ex-livret 1, communément appelé dossier de preuve, hein, qui permettait au candidat de justifier de son expérience. On a changé de fusil d'épaule sur l'approche du livret 1, mais de dire nous allons faire un diagnostic de faisabilité. Ça veut dire qu'on va regarder la qualité de l'expérience et non pas la durée de l'expérience en lien avec le référentiel RNCP. Et donc, la totalité maintenant des diagnostics de faisabilité sont bien évidemment en ligne et la copie conforme, entre guillemets, du dossier déposé au RNCP. Donc, c'est un diagnostic beaucoup plus simple et qui permet au certificateur de prononcer la recevabilité. Ce qui veut dire que c'est la fin du CERFA, et donc, la démarche dématérialisée, un suivi simplifié de la recevabilité jusqu'au résultat des jurys, puisque le certificateur va pouvoir prononcer la recevabilité, recevoir le dossier de preuve, qui est l'ex-livret 2, convoquer au jury et bien évidemment communiquer les résultats du jury. Et donc, le dossier de faisabilité est construit à partir des exigences de chaque référentiel, et donc il est en disposition du candidat, de l'accompagnateur et du certificateur. Un service qui est efficace et en constante évolution, c'est pour nous un point important parce que, vous le savez, France VAE n'est pas né d'une équipe d'ingénieurs, mais d'une équipe agile, puisque nous sommes en start-up d'État et que tout le corpus réglementaire et la plateforme a été construite avec l'écosystème, donc avec les usagers, avec les accompagnateurs, avec les certificateurs. Et donc, nous faisons évoluer la plateforme quasiment toutes les semaines avec des améliorations dont on parlera tout à l'heure. Et puis, les données fiables, c'est important pour l'écosystème, dont l'origine conventionnelle du candidat. Ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir remonter aux branches professionnelles euh, le, pour alimenter leurs observatoires de branche les profils des candidats à la VAE, puisqu'en fait, ils avaient très très peu de données. Et l'idée, c'est de mieux comprendre et d'améliorer la VAE au niveau national, et donc de pouvoir offrir à l'ensemble de l'écosystème des données fiables, détaillées, sur les territoires, sur les métiers, sur les diplômes, sur les champs conventionnels, et donc d'avoir un stock de données qui permettent effectivement d'améliorer le dispositif au niveau national. Une équipe support, donc c'est l'équipe France VAE qui accompagne l'ensemble des acteurs, hein. Ce n'est pas des chatbots, c'est des personnes qui répondent aux questions des candidats, des usagers, des certificateurs, mais aussi des accompagnateurs. Et là encore, ça nous sert de terreau pour améliorer la plateforme, puisque en fait, tous les retours usagers, quels qu'ils soient, sont pris en compte pour nous assurer que nous restons bien dans ce processus de simplification. Et puis un réseau animé par des chargés de déploiement qui accompagnent en ce moment l'intégration des certifications euh, sur le nouveau portail. Alors, les apports de la réforme de 2022, vous réexpliquez un petit peu les principes, hein, de simplification, de modernisation et de sécurisation qui sont portés par la loi, parce que c'est vrai que les textes ne sont pas toujours très très précis, enfin, sont très précis, mais dans le jargon ministériel et du journal officiel, c'est pas toujours facile de comprendre les grands enjeux, les grands apports de la réforme de 2022. Je vous ai listé là. Premièrement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la qualité d'expérience acquise plutôt que la justification administrative de l'expérience. Donc, c'est la suppression des preuves et du CERFA. C'est-à-dire qu'on va faire un travail beaucoup plus de qualité de l'expérience que de regarder la totalité des bulletins de salaire et des contrats de travail. La refonte du processus du candidat, d'accompagnement, c'est-à-dire que l'accompagnement arrive en amont du parcours, du choix du candidat. Et donc, c'est important que cette refonte d'accompagnement, elle est posée autour du choix de la certification, de la trajectoire professionnelle du candidat, bien évidemment de construire, de co-construire le dossier de faisabilité. Et puis après, on reste sur des missions plus traditionnelles de l'accompagnateur VAE. Et en fait, ce qui est important, c'est l'amont du processus
d'accompagnement qui est vraiment une originalité dans le cadre de cette réforme. Troisième point, c'est l'universalité et la légalité du processus de traitement d'accès à la VAE, puisque jusque maintenant, les certificateurs géraient comme bon leur semblait le processus de VAE dans leur ministère certificateur ou dans les branches ou dans les certificateurs privés. Et bien là, on va à un processus unifié avec une égalité de traitement de l'ensemble des certifications disponibles au RNCP et donc l'université du service public, c'est-à-dire que tout le monde aura accès aux mêmes informations et au même endroit. La mise en visibilité du candidat de l'ensemble des titres, des diplômes, des CQP de même niveau accessible à la VAE, c'est-à-dire que là, le candidat n'a plus besoin d'aller chercher auprès de tous les certificateurs potentiels quand il les trouve, quel titre et quel diplôme, avec un mot-clé, un niveau, il va pouvoir regarder la totalité des titres et des diplômes de même niveau d'expérience qui sont accessibles à la VAE. C'est intéressant et ça explique aussi le choix du positionnement de l'architecte accompagnateur de parcours, de s'assurer que le choix de la certification est le bon choix, lié par exemple à sa trajectoire professionnelle, son envie d'évoluer dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, de s'assurer que le titre ou le diplôme ou le CQP est classifié ou pas dans la convention collective. Et donc ce travail en amont, et puis aussi de regarder les conditions d'exigence du jury pour passer le diplôme. Je prends toujours cet exemple parce qu'il est assez parlant dans le secteur sanitaire et social. Entre la DVF et le DAES, vous avez à peu près le même niveau d'expérience, si ce n'est que le DAES, c'est 45% de résultats à l'examen, avec un mémoire assez conséquent, alors que la DVF, pour le même niveau d'expérience, c'est un jury en situation professionnelle. Et donc, c'est aussi de prendre en compte les exigences du certificateur pour choisir son diplôme et sa certification. La création d'une logique de parcours, hein, d'accès à la certification modulable, hybride, personnalisée, d'intégrer éventuellement des actes formatifs complémentaires nécessaires à la réussite de la certification. On pense essentiellement aux formations dites obligatoires, type AGSU, type SST, etc. Et donc, c'est de pouvoir construire un parcours tout à fait personnalisé du candidat en termes d'accompagnement. Et donc l'inscription de la VE dans une logique de trajectoire ou de transition professionnelle, qui peut être dorénavant un outil de la co-construction avec un employeur d'un parcours de développement des compétences, puisque effectivement la loi intègre la logique de certification partielle, donc de reconnaissance partielle, pour pouvoir ensuite pouvoir aller vers un parcours de formation complémentaire. Et ce qui est acquis est acquis. Et la VE maintenant n'est pas qu'un outil de l'individu, ça reste un outil de l'individu, mais ça peut être aussi un outil de la co-construction, de la trajectoire et de la transition professionnelle. Une meilleure articulation de ce fait entre les dispositifs de formation continue, en valorisant les certifications partielles, les poursuites d'études. Et donc, c'était important de lier ce dispositif qui était un peu à part avec les autres dispositifs de la formation professionnelle. Et puis, point important, hein, c'est la concentration des textes législatifs et réglementaires dans le seul code du travail, qui va permettre ainsi une évolution au fil du temps à l'initiative des partenaires sociaux ou du ministère du Travail, puisque jusqu'avant, la disposition de la VE était partagée entre le code de l'éducation et le code du travail. Et donc, c'était un peu un anachronisme de l'histoire, ce qui avait sa raison à l'époque, qu'un certificateur porte aussi un dispositif par rapport aux autres qui ne pouvaient pas le porter. Et donc, ce lien entre l'éducation nationale et le ministère du Travail a été coupé. L'AVE devient bien un dispositif porté à 100% par le Code du travail. Et enfin, la création d'un service public universel qui garantit tous ces principes. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est le portail unique numérique décliné en 3 espaces. Donc, vous voyez que le candidat est au cœur du dispositif et qui donc il va pouvoir interagir et, de part et d'autre avec son certificateur et avec son architecte accompagnateur de parcours. Chaque rôle, chaque espace dispose de son propre espace pour suivre et orchestrer aussi la VAE collective. Et donc, vous allez voir aussi que très très prochainement, vous allez avoir un quatrième espace qui est celui des projets collectifs. Euh, euh, et donc de pouvoir aussi intégrer un projet collectif en restant dans une démarche individuelle. Et donc il y aura un quatrième espace, euh, euh, projet collectif, qui va interagir avec l'espace candidat, l'espace AP et l'espace certificateur. Nous avons revu le tableau de bord du candidat. Là, je vous fais une petite vue interne de comment le candidat suit son parcours dans son propre espace. Donc, nous avons mis en œuvre une expérience plus claire et plus fluide et plus interactive pour le candidat, que sur un clin d'œil, il puisse voir ce qu'il a à faire. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une vue plus claire de l'état d'avancement de chaque parcours, de chaque étape de son parcours, un accès rapide à tous les documents, ses prochains rendez-vous qui demain seront connectés avec un agenda,
des rappels visuels sur les prochaines actions à réaliser, des rendez-vous à venir et les contacts référents accessibles en permanence. Donc le candidat, sur son espace, il a une vision à peu près globale de tout ce qu'il a à faire et des interactions diverses et variées qui ont été faites par son accompagnateur et éventuellement par le certificateur. Nous sommes en train d'intégrer, et j'ai vu une question sur ce sujet, sur l'intégration des certificateurs. Normalement, la loi avait prévu l'intégration complète de tous les titres et les diplômes au 1er janvier 2025. Il ne vous a pas échappé que nous avons eu beaucoup de ministres du Travail sur l'année 2024 et que tous les arbitrages sur la création du service public n'ont pas pu être rendus avant le départ de l'ancienne équipe et donc nous avons pris beaucoup de retard sur l'intégration des certifications qui sera donc opérationnelle définitivement au 31 décembre 2025. Toutefois, au 30 juin 2025, 90%, entre 90 et 95% des certifications qui sont demandées aujourd'hui par les candidats seront mises en visibilité sur France VAE. Nous allons prochainement attaquer l'intégration des diplômes de l'éducation nationale. C'est prévu pour courant juin, avec une trentaine, une quarantaine de diplômes qui pèsent déjà 84%, 85% des diplômes demandés, puis le ministère de l'Agriculture avec une quinzaine, une vingtaine de diplômes. Et nous allons terminer avec la cohésion sociale et la santé pour mettre les derniers titres et diplômes qui ne sont pas encore intégrés sur la plateforme. Fin juin, nous aurons bien avancé sur l'intégration de tous les titres et les diplômes, en sachant que on ajoute toutes les semaines de nouvelles certifications du secteur privé et des branches professionnelles. Vont arriver très prochainement la branche de la métallurgie, la branche du sanitaire et social, la branche du sport. Et en fait, au fur et à mesure, les CQP sont intégrés progressivement sur la plateforme. Comment nous intégrons les certifications? Eh bien, c'est assez simple. Nous demandons au certificateur de nous donner ses codes RNCP et nous allons télécharger le référentiel RNCP sur France Compétences. Et donc, le certificateur va compléter sa fiche RNCP en mettant plusieurs informations. Premièrement, les renseignements complémentaires sur les jurys, c'est-à-dire à quelle fréquence ils font les jurys, à quel prix ils facturent les jurys et toutes les informations complémentaires nécessaires à la bonne compréhension du référentiel. Je prends un exemple qui est très simple parce qu'il va vous être assez parlant, puisqu'on parle de nature d'expérience. Le candidat va savoir ce que le certificateur va évaluer comme nature d'expérience. Si je prends par exemple la Fédération de la vente directe, qui a un CQP de vendeur conseil en vente directe, la nature de l'expérience, c'est une expérience qui est faite dans un acte de vente, très bien, chez le particulier à son domicile, et non pas un acte de vente dans un magasin avec des clients. Et donc, c'est de pouvoir préciser la nature des expériences, c'est-à-dire ce qu'on attend précisément comme qualité d'expérience acquise pour pouvoir prononcer la recevabilité. Et donc, toutes ces informations sont traitées dans la fiche du certificateur RNCP, la trame du dossier de validation, les coordonnées d'un service à contacter. Et à partir de ce moment-là, la certification est visible sur France VE. Compléter ces fiches prend 10 à 15 minutes. Et donc, le dossier de faisabilité qui va être proposé au candidat est donc le reflet complet du référentiel RNCP. Un petit mot sur les accompagnateurs, architectes accompagnateurs de parcours. Cette nouvelle fonction, hein, il y en a à peu près 1000 aujourd'hui qui sont référencés sur France VAE. L'AP conforte et oriente le candidat dès le premier rendez-vous. C'est un point fondamental. Je parlais du bon choix de la certification, le fait que le niveau d'expérience est suffisant ou pas suffisant. Il va co-construire avec le candidat un parcours qui vise à maximiser ses chances de réussite et l'accompagnement dans la mobilisation du financement de son parcours, puisque l'étape de préfiguration avait prévu un financement relativement conséquent pour lancer la préfiguration. Aujourd'hui, on revient sur les financements traditionnels, mon compte personnel formation, les régions, France Travail, les opérateurs de compétences, AT-Pro. Et donc, ce point sur la mobilisation des financements du parcours est une mission importante de l'AP pour aider le candidat à le faire. Il va donc réaliser un diagnostic de faisabilité conformément au dossier qui est en ligne et va prononcer un avis tout en précisant que le certificateur reste souverain de sa décision. C'est-à-dire que le certificateur peut très bien dire je considère ce dossier recevable ou non recevable ou recevable partiellement. Et enfin, il va réaliser un accompagnement méthodologique tel qu'il existe aujourd'hui. Il n'y a pas de changement là-dessus, sur la rédaction du dossier de validation, la préparation au jury et, si besoin, un entretien post-jury. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'accompagnement VAE est un parcours et non plus un acte purement d'accompagnement.
Sur le référencement des AAP, c'est un point très important. Euh, pour être référencé architecte accompagnateur de parcours, il se référence sur la plateforme par niveau de certification et par sous-domaine de format code. Je suis un spécialiste des niveaux 3 du secteur sanitaire ou du secteur sanitaire et social ou seulement du secteur social. Et donc, il va aussi préciser ses modalités d'accompagnement, distanciel, présentiel, et évidemment son devis. Et à partir de là, ça va permettre aussi aux candidats ça va permettre au candidat dans le cadre de son espace, de mettre des critères de sélection. Je cherche un architecte accompagnateur de parcours qui habite à côté de chez moi ou à côté de mon lieu de travail, qui fait du présentiel, qui est capable de m'accueillir parce que je suis en fauteuil roulant, qui soit un spécialiste du niveau 3, du secteur sanitaire et social ou simplement du secteur social. Et à partir de là, les fiches des AAP vont apparaître au candidat. Il va pouvoir consulter et choisir son accompagnateur. L'ensemble des AAP qui sont sur France VE sont certifiés Calliope. Et donc, les contrôles et les audits réguliers seront menés par l'équipe pour s'assurer du respect des conditions générales de la plateforme, des CGU. Et ce référencement va autoriser la mobilisation des financements publics. Et donc, pour répondre à la question qui est posée tout à l'heure, eh bien, le référencement va vous autoriser à mobiliser des financements publics, ce qui veut dire qu'il y a un décret, c'est le décret que je vous annonçais tout à l'heure, que tout architecte accompagnateur de parcours qui souhaite faire de l'accompagnement à la VE devra être référencé sur France VE, puisque France VE étant l'entrée unique pour l'ensemble des usagers. Et donc, les financeurs demain, conseils régionaux, OPCO, branches, entreprises, puiseront dans la base des architectes accompagnateurs de parcours pour faire leurs appels d'offres et choisir des architectes accompagnateurs de parcours. Et donc, le référencement sera donc obligatoire pour toujours demain faire de la VE. Donc, c'est ce décret qui est en cours de rédaction, enfin, il est déjà carrément rédigé, il est en fin de parcours de consultation et sera vraisemblablement publié au journal officiel après le 23 ou le 24 juin dans ces eaux-là. Et donc, ce référencement est important et sera donc obligatoire. À rajouter à cela deux décrets, enfin deux arrêtés, un sur les droits et devoirs des architectes accompagnateurs de parcours, tel que je le précise là, mais qui reprennent les CGU qui sont déjà en vigueur sur France VAE, et les droits et devoirs des certificateurs, qui seront une nouvelle disposition des CGU sur le portail. Voilà ce que je voulais vous dire, et je répondrai éventuellement à vos questions. Alors, en effet, on a quelques questions. Euh, alors, une question de Fabrice, est-il possible de réexpliquer la différence entre accompagnateur et accompagnateur de parcours, le passage de l'un à l'autre? Alors, c'est les nouvelles missions qui sont confiées à l'accompagnateur VAE, qui est tout le travail en amont des réorientations, de positionnement de la certification, du choix de la certification au regard du niveau d'expérience, du choix de la certification vis-à-vis de l'exigence du jury, du choix de la certification dans la trajectoire professionnelle du candidat. Je reste dans mon champ conventionnel, je ne reste pas dans mon champ conventionnel. Et donc, le positionnement du candidat sur une certification, c'est tout ce travail en amont qui est une nouveauté, puisque avant, l'accompagnateur VAE ne venait qu'après le dossier de recevabilité déposé et le livret 1, et après la recevabilité prononcée. Et donc, c'est pour ça que nous avons débaptisé ce nom d'accompagnateur VAE en architecte, celui qui dessine le parcours du candidat et qui va l'aider, bien évidemment, à s'orienter, tout en étant aussi attentif à ce que si le projet du candidat n'est pas suffisamment mûr, qu'il puisse le renvoyer vers les points relais conseils, des conseils régionaux ou des acteurs du CEP. Et donc, ce premier diagnostic de prise de contact, il est là d'abord pour s'assurer rapidement de la faisabilité et bien évidemment du réalisme du projet. Ok. Alors, on avait aussi également une question de Cécile. Pouvez-vous nous confirmer que mobiliser un AAP n'est pas obligatoire? Et donc, on a Célia qui a répondu, oui, ce n'est pas obligatoire, c'est précisé au candidat dès lors qu'il s'inscrit sur la plateforme. Absolument, c'est exact. L'accompagnement n'est pas une fonctionnalité obligatoire. On a perdu cet arbitrage, hein. Je peux vous avouer que nous avions, avec les ministères certificateurs, quand nous avons présenté le décret, précisé que nous souhaitions que l'accompagnement, au moins sur l'étape de faisabilité, soit obligatoire. Le service juridique de Matignon nous a un peu renvoyé dans nos 22 en disant qu'on ne pouvait pas imposer à des candidats d'être accompagnés, comme on ne peut pas imposer à un candidat d'aller au tribunal sans avocat.
et que donc la liberté de choix du candidat doit être respectée. Et donc, on le précise bien au démarrage du portail, sans accompagnement ou avec accompagnement, ce qui veut dire que le candidat sans accompagnement, il a un dossier de faisabilité vierge, qu'il doit lui-même aller chercher toutes les informations sur le référentiel RNCP. Il va pouvoir déposer son dossier rempli seul sur son espace candidat au certificateur et il se débrouille tout seul, et sans oublier qu'il aura quand même des frais, puisque les frais de jury, s'il ne va pas à l'accompagnement, seront à sa charge. Et donc, on lui explique tout ça dans son espace pour le moment. Alors, on a déjà des premiers résultats sur les non accompagnés. Les taux de complétude du dossier sont assez mauvais, c'est-à-dire que c'est grosso modo un dossier sur trois qui est à peu près correct. Il y a 4 à 5 allers-retours avec le certificateur et les résultats de la recevabilité sont 10 points ou 15 points de moins bons que les autres, puisque sur les autres, on est à 97% de recevabilité et là, on est à peine à 80% avec beaucoup de déchets. Donc, ça nous interroge hein, sur non pas changer la loi, mais sur comment on pourrait faciliter les choses tout en ne coupant pas l'herbe au-dessus de pied des accompagnateurs VE qui font quand même un travail extraordinaire et important sur cette première phase. Alors, plus on est bas niveau de qualification, plus c'est compliqué. Après, on ne se fait pas trop d'inquiétude pour un ingénieur d'aller tout seul décortiquer un référentiel RNCP. Ce n'est pas un sujet, même si c'est un peu technique. Mais pour les premiers niveaux de qualification, c'est quand même assez compliqué de comprendre ce que veut le référentiel RNCP. Mais effectivement, c'est une option. Je reviens sur une question qui a été posée au début de votre présentation. Peut-être se préciser. Lorsque les certifications ne sont pas référencées sur la plateforme, les certificateurs ont-ils l'obligation de s'y référencer, sachant que de ce fait, nous réalisons de l'accompagnement sans AAP? Alors, pour le moment, on est dans une période un tout petit peu trouble. D'ici fin juin, on y verra un peu plus clair parce que grosso modo, toutes les certifications vont arriver sur France VE à terme. Donc, je te disais tout à l'heure que fin juin, on devrait avoir 90, 92, 93% des certifications demandées. Donc, on aura déjà moins de sujets là-dessus. Ça veut dire que quand on n'est pas sur la plateforme, le dossier de faisabilité doit être mis en œuvre de manière manuelle et que, il faut le déposer sur l'espace du certificateur qui se maintient malgré tout. Donc le processus administratif est assez long et les certificateurs sont en train de se rendre compte qu'ils ont tout intérêt à aller très vite dans leur intégration parce qu'avoir deux dispositifs, deux systèmes qui vont vivre en parallèle, c'est plus de boulot qu'autre chose. Et donc là, on est plutôt à embarquer assez rapidement les certificateurs. Il nous reste un sujet, parce que j'ai vu la question, c'est sur l'enseignement supérieur. Déjà, sur l'enseignement supérieur, tous les diplômes qui sont gérés, co-signés avec l'éducation nationale, seront très très vite intégrés. Je pense essentiellement au BTS, je pense au diplôme d'État du travail social, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, qui sont pilotés par l'éducation nationale. Et puis, nous sommes en train de discuter avec l'université pour intégrer assez vite les buts et les licences professionnelles qui sont des diplômes nationaux. Et là où c'est compliqué, c'est sur les masters, puisque au RNCP, un master RH ne compte que pour un, c'est-à-dire le master RH de l'enseignement supérieur, il a un numéro, alors qu'il y a 45 ou 60 options différentes et niveaux d'expérience différents. Donc, c'est comment on met en visibilité la diversité des contenus pédagogiques de chaque université par rapport à un master de ressources humaines, je prends cet exemple, qui va rien avoir avec le master de Montpellier avec celui de celui de Toulouse avec celui de Nantes et celui de Bordeaux. Et donc, c'est un sujet un peu complexe. Ça ne veut pas dire que tout le supérieur ne va pas rentrer sur la plateforme, mais on ira de manière plus mesurée sur la partie post-licence, un master 1 et master 2. Ils n'ont pas vocation à y être tous, bien qu'ils y soient de droit. Et puis, il y a plein de diplômes qui ne sont quasiment pas faisables à la VAE. Je pense toujours au diplôme d'ergothérapeute. On peut pas, tant qu'il n'est pas refondu en bloc de compétences, on ne peut pas acquérir une expérience sans avoir le diplôme. Ce qui veut dire que même un kinésithérapeute, un psychomotricien ne pourrait pas avoir une réduction partielle de son parcours d'ergothérapeute parce que le diplôme n'est pas découpé par bloc. Donc on a toute une palanquée de dispositifs, enfin, de diplômes qui ne sont pas forcément adaptés à la VAE et sur lequel il faudra qu'on réfléchisse sur comment, malgré tout, et quelles sont les conditions d'intégration. Donc ce travail prendra un peu plus de temps,
Je pense que sur le sup, fin de l'année, on devrait y voir plus clair sur les buts et sur les licences pro. Peut-être que votre réponse va rejoindre la question de Aurélie. Ce référencement pour mobiliser les financements est-il obligatoire, même si en tant que certificateur, nos certifications ne sont pas intégrées sur la plateforme France VAE? Alors, Euh, pour le moment, dans cette période transitoire, le flou peut s'organiser. C'est-à-dire que globalement, une certification qui n'est pas sur France VAE, le candidat peut aller mobiliser ses financements. Du moment où elle bascule sur France VAE, par exemple, mon compte personnel formation demande obligatoirement le référencement de l'AP, puisque c'est nous qui produisons l'attestation de référencement de l'architecte accompagnateur de parcours, qu'il puisse la remettre à l'ensemble des financeurs. Donc, que ce soit mon compte personnel formation, l'OPCO, France Travail, demain, les régions après-demain, etc. Et donc, le référencement, grosso modo, va être un point important. Moi, je vous invite à tous les accompagnateurs, architectes, accompagnateurs de parcours qui ne sont pas encore sur la plateforme, de vous y référencer sur une ligne, parce qu'à terme, ça va aller très vite et le décret est publié dans 3 semaines maintenant, ce qui veut dire que les titres et diplômes qui seront sur la plateforme vont nécessiter un avis de référencement de France VAE. Et comme fin juin, on aura 90-95% des diplômes sur la plateforme, ça va être vite compliqué de se faire référencer et puis de pouvoir facturer les honoraires en sachant qu'il faut aussi déposer une offre correspondante globale d'une notion de parcours auprès des DOF sur la caisse et que si vous n'êtes pas en plus référencé à la caisse, la procédure de référencement à la caisse, c'est 2 à 3 mois. Chez nous, ça se fait en 15 jours, mais à la caisse, c'est un peu compliqué. Donc, il faut quand même un peu anticiper les choses. Le sens de l'histoire fait que la réforme va pouvoir se mettre en œuvre extrêmement rapidement avec un peu de décalage, que grosso modo, il n'est pas improbable que courant septembre, il y ait un arrêté qui précise que la période transitoire est terminée et que tout le monde devra être sur la plateforme au 31 décembre 2025 ou il va y avoir été au 2024. Et donc, il nous reste 6 mois pour préparer cette intégration générale. Alors, une dernière question, peut-être de Béatrice. Dans le cadre des chambres consulaires, chambres des métiers, nos diplômes ne sont donc pas référencés sur la plateforme France VAE. Comment faire? Alors, les diplômes qui dépendent de l'éducation nationale vont être intégrés par l'éducation nationale, puisque c'est le certificateur qui intègre. Donc, on a demandé à l'éducation nationale de nous proposer les 25 plus gros diplômes demandés par des usagers en VAE. Dedans, de mémoire, il y a le CAP de coiffure. Je crois avoir vu le CAP de boucher, mais j'en suis pas sûr. Et donc, fin juin, il y aura déjà des diplômes, des métiers, des CAP, des BEP sur la plateforme France VAE s'ils font plus de 100 candidats par an. Et ensuite, l'engagement de la ministre Borne, c'est que tout le reste devra être intégré avant la fin de l'année, de manière progressive, avec tous les mois une intégration massive de diplômes. Merci, Monsieur Gérard. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je vous propose qu'on laisse la parole à Madame Ménard qui va pouvoir nous présenter l'accompagnement VAE d'un candidat et toutes les étapes avec justement un architecte accompagnateur de parcours. Madame Ménard, je vous laisse partager votre Bonjour. support. Oui. Et donc, en diapo, je mets en diaporama si j'y arrive. Voilà. Super. Donc, je suis Hélène Ménard, donc je travaille au CIBC Pays de la Loire. Et donc, je vais vous expliquer le rôle d'architecte accompagnateur de parcours. Donc, pardon. Donc, du coup, voilà. Donc, moi, je suis consultante au CIBC depuis 2003. Au CIBC Pays de la Loire. Et donc, le CIBC fait partie d'un réseau des CIBC et nous intervenons depuis plus de 30 ans sur le champ de la formation professionnelle, de la valorisation et de la reconnaissance des acquis de l'expérience. Et donc, nous sommes acteurs sur le champ de la VE depuis 2004. Et nous sommes amenés à intervenir donc depuis 2004 sur les différentes étapes de la VE. Donc, que ce soit du conseil au choix de la certification, donc en amont,
ainsi qu'à l'accompagnement à la rédaction du livret 2, du livret d'expérience, à la préparation au jury et puis éventuellement à un entretien post-jury en cas de faisabilité de réponse partielle. Et donc, le CIBC a pu mener jusqu'à aujourd'hui diverses actions dans le champ de la VE avec des financements variés, ministère du Travail, NFH, auprès de publics divers. Faut pas hésiter à me dire si vous avez des questions ou si je vais trop vite, hein. Donc, l'accompagnement avec l'architecte accompagnateur de parcours. Donc, l'architecte accompagnateur de parcours a pour vocation d'accompagner la personne tout au long de son parcours, donc du début de la démarche jusqu'à l'entretien après le passage au jury au besoin. Donc, l'architecte accompagnateur de parcours apporte une aide technique, méthodologique et motivationnelle tout au long du parcours du candidat. Je mets ça en haut. Donc, il assure le lien entre le candidat et le certificateur. Ça, c'est une différence importante par rapport à l'accompagnement préalable. Préalablement, le candidat était autonome dans ses démarches. Donc, il allait choisir avec une aide la certification qu'il envisageait. Il se devait d'aller chercher le livret 1. Il se devait de l'envoyer lui-même. Il obtenait lui-même la réponse. Ensuite, il recevait le livret 2 et à ce moment-là, il pouvait bénéficier d'un accompagnement. Mais c'était vraiment lui qui était autonome dans ses démarches, qui allait chercher les informations et qui devait renvoyer les différents supports. Maintenant, ça, c'est le rôle de l'architecte accompagnateur de parcours. Les missions de l'AAP sont également de concevoir avec le candidat un parcours individualisé, pouvant comprendre des actes formatifs. Donc, parfois, il va y avoir des formations qui vont être obligatoires. Donc, ça peut être le SST, par exemple, mais ça peut être aussi envisager des formations pour pouvoir développer certaines compétences comme la maîtrise de la langue française, par exemple. Donc, on va assurer l'accompagnement méthodologique dans la rédaction du dossier de preuve, accompagner la préparation du jury, et on va aussi accompagner le candidat dans la gestion financière de son parcours. Donc, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, ici, je repris les différentes étapes du parcours du candidat. Donc, j'ai différencié les étapes avec deux couleurs. Donc, les étapes qui sont ici en noir, c'est les étapes pour lesquelles le candidat il va être autonome, enfin, il va effectuer les démarches seul. Et ce que j'ai noté en rouge, c'est les étapes pour lesquelles il va bénéficier d'une aide via son architecte accompagnateur de parcours. Donc, à suivre, là, je vais reprendre les différentes étapes pour lesquelles nous allons, en tant qu'architecte accompagnateur de parcours, intervenir. Donc, la première étape, une fois que le candidat il a déposé sa candidature sur le site de France VE, donc nous allons lui proposer un premier rendez-vous pour faire le point avec lui sur la VE. Donc déjà, dans un premier temps, on va s'assurer qu'il a bien compris de quoi il s'agissait, la VE, notamment qu'il s'agissait bien d'une validation des acquis de l'expérience et que c'était bien différent d'une formation. On va lui réexpliquer les principes et les grandes étapes. Ensuite, avec le candidat, nous allons faire le point sur ses objectifs, pourquoi il envisage cette VE, sur son parcours et ses disponibilités dans la démarche. Donc, ce rendez-vous va permettre de vérifier que la VE est le choix adapté au projet du candidat. Et ça peut permettre aussi de vérifier que la certification qui a été visée par le candidat correspond bien au parcours et aux objectifs de celui-ci. Et au cas échéant, on peut lui proposer d'autres certifications plus adaptées, lui faire d'autres préconisations. Et du coup, faire le changement sur
sur la plateforme. Ensuite, l'AAP va pouvoir construire avec le candidat un parcours, donc adapté à son expérience et à son projet. Le parcours, il peut être composé de temps d'accompagnement individuel, collectif. Ça peut être des temps en présentiel et en distanciel en fonction des choix du candidat, de sa zone d'habitation notamment. Et donc, on va aussi voir avec lui, au besoin, les heures de formation nécessaires. Donc, étudier avec lui les organismes de formation possibles, le coût, etc. Donc, ensuite, étape 3, l'architecte accompagnateur de parcours va construire, va accompagner le candidat à la recherche des financements utiles pour son accompagnement VE. Financements du coup qui vont permettre de financer plusieurs points. Donc il y a tout ce qui est l'accompagnement avec l'architecte accompagnateur de parcours. On va aussi l'accompagner pour la recherche du financement en cas d'acte de formation. Et puis aussi lui expliquer qu'il y a aussi besoin d'un financement pour le passage devant le jury. Le passage devant le jury, à savoir que le coût du jury va être différent en fonction du type de certificateur. Et pour certains diplômes, notamment les titres, enfin pour certaines certifications, notamment les titres professionnels, ça peut même dépendre de l'organisme de formation, l'organisme qui dispose de cette formation et qui propose le jury. Donc, une fois qu'on a vérifié la certification à obtenir dans le cadre de la VE, étudier le financement, il va y avoir un premier document à remplir avec le candidat qui s'appelle le dossier de faisabilité. Donc, c'est un document qu'on va retrouver de manière dématérialisée sur la plateforme France VE. Ce dossier de faisabilité reprend les exigences du référentiel, donc les grandes activités et les compétences associées. Et donc nous, avec le candidat, le candidat va se positionner sur ce dossier de faisabilité, on va voir ensemble s'il a validé ou pas chaque activité, chaque compétence. Et sur ce dossier de faisabilité, il va devoir illustrer. On va devoir illustrer chaque activité et chaque compétence. Euh, voilà, illustrer, s'assurer qu'il est bien en adéquation avec le référentiel de certification. Donc, à cette étape de l'accompagnement, ce qui va vraiment être important, c'est vraiment de se positionner et d'illustrer. Parce que contrairement au dossier de recevabilité préalablement, il n'y a aucune preuve qui va être à fournir à ce stade de l'accompagnement. On est vraiment sur, euh, sur ce que le candidat a déclaré avoir réalisé jusque-là. Donc, ce dossier de faisabilité, nous, en tant qu'architecte accompagnateur de parcours, on va le transmettre directement au certificateur via le site France VE. Donc, on ajoute le dossier de faisabilité. Et puis, on va aussi devoir gérer la partie administrative, donc notamment ajouter la carte d'identité du candidat. Madame Ménard, je me permets, il y a une Oui, petite question sur oui. l'accompagnement. Combien de temps comptez-vous pour accompagner le candidat dans l'étape de recevabilité, comprenant la construction du parcours individualisé, le conseil financement et la complétude du livret? Ça peut être c'est assez variable. C'est assez variable. Ça dépend aussi s'il y a des formations. Donc, s'il faut chercher les formations, demander les devis, etc. Ça peut être 1 heure et demie, 2 heures. Ok.
Et il y a aussi également des questions sur les financements, mais je me permets Oui, d'indiquer aux participants qu'on reviendra tout à l'heure sur un point sur les financements. Donc c'est pour ça que pour le moment, je me permets de ne pas poser les questions, notamment à Nathalie et Célia. Je vous d'accord. laisse poursuivre, Madame Oui. Ménard. Mais c'est vrai que je vois pas les questions parce que comme je suis sur le diaporama, je n'ai pas les indications. Euh, je continue du coup, là, je ne sais pas si c'était clair Oui, oui, vous pouvez jusque-là. continuer. Oui, oui. Ça va? Donc, on envoie le dossier de faisabilité et on attend la réponse du certificateur pour pouvoir continuer sur le dossier de preuve. Donc, la rédaction du dossier de validation, on peut dire que c'est l'étape principale du parcours VE. Donc, pendant cette période, le candidat doit rédiger un dossier de validation qui va être spécifique au certificateur qui délivre cette certification. Une personne qui vise un titre professionnel du ministère du Travail n'aura pas le même dossier qu'une personne qui vise un diplôme de l'Éducation nationale ou du ministère de l'Agriculture ou autre certificateur. Et donc, sur ce dossier de validation, la personne va devoir détailler et analyser les principales activités exercées lors de ses expériences. Durant ce travail de rédaction qui peut prendre plusieurs mois, l'architecte accompagnateur de parcours guide le candidat et l'aide à organiser son dossier de manière à répondre aux attentes du jury et de la certification et de la certification choisie. Parce que chaque certificateur a son propre dossier et a ses propres exigences. Les dossiers ne sont pas du tout, enfin, ils sont pas construits de la même façon. Et donc, l'architecte accompagnateur de parcours se charge ensuite de transmettre au certificateur de le transmettre au certificateur en charge de l'organisation du jury. Donc, je vais reprendre les grandes étapes de la rédaction du dossier de validation. Donc, comme ça a été abordé avant, c'est un accompagnement qui est facultatif, mais qui est fortement conseillé. Donc, il permet au candidat d'avoir une aide méthodologique à la description des activités et de ses responsabilités, donc en lien avec le référentiel de la certification visée. Donc, on va l'aider par le biais d'entretiens à expliciter les activités exercées, les compétences qu'il exerce de manière habituelle. Donc, l'aider à mettre des mots sur des choses qu'il fait de manière naturelle sans forcément s'en rendre compte. Donc, ça va lui permettre de s'approprier ses activités, ses compétences. L'AP va lui permettre d'avoir un appui dans le choix et l'analyse des expériences les plus pertinentes au regard de la certification visée. Ça va lui permettre d'avoir un accompagnement à la rédaction du livret, du dossier de validation pour s'assurer de sa clarté, de sa cohérence et de sa qualité. Être sûr que ce soit clair, compréhensible, enfin, que ce soit facilement compris d'une personne hors métier, hors VAE, hors formation, donc que ce soit accessible par tous. On va l'aider à préparer l'entretien avec le jury. Et puis, au cas échéant, notamment pour les titres professionnels du ministère du Travail et sur certains CQP, on va le préparer pour la mise en situation professionnelle. Et donc comme je l'indiquais tout à l'heure, l'accompagnement peut se faire en présentiel, en distanciel, voire les deux modalités selon les modalités qu'on a vues au préalable avec le candidat. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que je pense que je vais vite, mais je ne vois pas s'il y en a. Il y a pas de questions, Madame Ménard, pour D'accord. l'instant. Donc, une fois ce dossier complété, hein, donc ça va prendre plusieurs mois, ça peut prendre jusqu'à un an, nous, en tant qu'architecte accompagnateur de parcours, on va ensuite l'intégrer sur la plateforme France VE pour qu'il soit transmis au certificateur. Et suite à ça, le candidat va avoir un entretien avec le jury
sur lequel il va devoir présenter son dossier, éventuellement faire la mise en situation. Et après, bah, c'est le jury qui est souverain qui va indiquer au candidat s'il obtient la validation totale, partielle. Euh, voilà. Et donc, nous, suite à cet entretien, en cas de validation partielle, essentiellement, on va pouvoir rencontrer le candidat et définir avec lui des stratégies à définir pour tendre vers une VE, une VE totale. Donc, ça peut être passer par la formation, ça peut être faire des périodes de mise en situation au milieu professionnel, ça peut être se réentraîner pour le jury ou pour la mise en situation, ça peut être travailler certains points du dossier. En fait, c'est très spécifique d'un candidat à un autre. Et ça peut être des fois plusieurs stratégies en même temps. J'ai à peu près dit ce que je voulais, donc je ne sais pas si j'ai été claire et je peux revenir sur certains points s'il le faut. Alors, on a une petite question. En Pays de la Loire, accompagnez-vous des candidats visant des diplômes de l'enseignement supérieur? En tant qu'architecte accompagnateur de parcours, ben nous, au CIBC, je ne pense pas qu'on accompagne en ce moment, en tant qu'architecte accompagnateur de parcours, ce type de profil. Ok. Là encore, c'est un choix, Euh, si je me permets d'intervenir, c'est un choix oui. de l'accompagnateur de se référencer ou pas sur de l'accompagnement par niveau. C'est-à-dire, je suis un spécialiste du niveau 5, du niveau 6, du niveau 7. Si le CIBC ne s'est pas référencé niveau 7, il n'aura pas en visibilité des diplômes de l'enseignement supérieur choisis par les candidats. Et donc, c'est le niveau de référencement de l'accompagnateur qui fait que l'accompagnateur se spécialise ou pas sur des niveaux, des domaines ou des sous-domaines, hein. L'idée, c'est que on soit à l'aise dans l'accompagnement, même si on peut considérer que l'accompagnement, ça reste un travail de pédagogie et de la méthode, c'est des méthodologues. Mais bon, il y a des architectes accompagnateurs de parcours qui se sentent plus à l'aise avec des premiers niveaux dans telle filière, qui ne se sentent pas à l'aise dans la filière du nucléaire et qui se sentent très à l'aise dans la filière sociale. Moi, ça ne pose aucun problème. Et donc, c'est le niveau de référencement de l'accompagnateur qui va faire qu'il sera mis en visibilité ou pas. Oui, mais d'ailleurs, je reviens sur ce que j'ai dit parce que diplôme de l'enseignement supérieur, je pense que c'est université, mais par contre, on accompagne des diplômes type des diplômes d'État, par exemple, éducateur spécialisé ou certains diplômes de ce type. Donc, on en accompagne un petit peu. C'est plutôt les diplômes universitaires que l'on fait, que l'on n'accompagne pas, nous, en tout cas, pour l'instant. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Merci beaucoup, Madame Ménard. De rien. Euh, alors, je vais partager mon support et justement, on va faire un point sur les financements. Il y a eu quelques questions auparavant auxquelles on va pouvoir, vous allez peut-être avoir les réponses, les participants qui posaient ces questions. Alors, je vais partager mon support. Hop. Alors, est-ce que c'est OK pour mon support? Tout le monde le voit? Super. Et donc, je vais laisser la parole à Madame Nolin de la région de Pays de la Loire, qui va pouvoir nous parler un petit peu des financements de la région. Mm. Alors, avec l'abondement de CPF en 2025. Tout à fait, merci beaucoup. Alors en 2025, la région des Pays de la Loire poursuit son soutien aux demandeurs d'emploi qui s'engagent dans un parcours de VAE et qui, dans ce cadre, achètent individuellement une prestation d'accompagnement à la VAE. La région, elle apporte pour ce faire une aide en complétant les euros déjà acquis sur le compte CPF, donc le compte personnel de formation, à travers un abondement qui est proposé automatiquement sur la plateforme Mon compte formation. Alors, à qui la région attribue cette aide? Eh bien, à tous les demandeurs d'emploi qui résident en Pays de la Loire et qui sont inscrits à France Travail. L'abondement qui vient donc compléter ce compte personnel de formation va intervenir après la mobilisation des euros déjà acquis
sur le compte personnel de formation du demandeur d'emploi. Et cet abondement couvre 90% du reste à payer dans la limite d'une aide plafonnée à 2 000 euros pour chaque achat de prestations d'accompagnement à la VAE, je le rappelle, acheté directement sur la plateforme Mon compte formation. Cette aide intervient pour tout achat de prestations d'accompagnement à la VAE qui intervient avant le 31 décembre 2025, donc pour cette année, avec des fins de formation qui interviennent au plus tard, enfin des fins de prestations, pardon, qui interviennent au plus tard le 30 juin 2027, sachant que ces dates sont des dates d'éligibilité commune aux différents abondements de CPF de la région des Pays de la Loire. Ensuite, vous l'avez compris, donc l'abondement couvre 90% dans la limite d'un plafond de 2 000 euros. Il peut donc rester encore un reste à charge. Dans ce cas, le demandeur d'emploi peut, par ses fonds propres sur la plateforme Mon compte formation, financer le reste à charge ou solliciter auprès de France Travail un abondement délivré sur instruction par France Travail, mais je laisserai France Travail intervenir sur ce sujet. Voilà pour le financement par la région des Pays de la Loire de la prestation d'accompagnement pour les achats individuels réalisés par les demandeurs d'emploi en 2025. Ok, donc je pense que ça va répondre à la question. J'ai eu une question tout à l'heure. Le candidat doit-il obligatoirement mobiliser son CPF en premier pour le financement? Oui, pour tout achat sur mon compte formation sur cette plateforme, quoi qu'il arrive, le demandeur d'emploi doit mobiliser intégralement les droits acquis, hein, c'est la règle commune. Par ailleurs, l'abondement de la région des Pays de la Loire peut intervenir, y compris dans le cas où un demandeur d'emploi n'aurait pas acquis d'euros sur son CPF ou l'aurait déjà mobilisé pour d'autres formations. Donc, y compris à 0 euros, l'abondement de la région des Pays de la Loire peut intervenir. Eh ben, merci, Madame Nolin. Ça répond tout à fait à la question de Mélanie, qui a la réponse en direct. Et donc, il y avait une autre question qui était sur justement l'accompagnement avec l'architecte accompagnateur de parcours. Était-il gratuit? Et là, du coup, c'est vraiment le financement va porter sur la prestation Prestation. d'accompagnement à l'AVE qui est donc proposée par chaque organisme habilité sur mon compte formation. Merci, Madame Nolin. Merci à vous. Je vais ensuite passer la parole à Monsieur Roux de France Travail. Avec la particule. Merci. Merci. Effectivement, en ce qui concerne France Travail, on vient en complément, comme l'a dit Mme Nolin, on vient en complément du financement déjà établi, sous réserve qu'il reste quelque chose. Donc, on l'a spécifié, d'abord la consommation du CPF, ensuite l'abondement de la région, ensuite, le cas échéant, l'abonnement de France Travail. Ce n'est pas automatique, cela dépend des dossiers, c'est-à-dire qu'il y a encore une réserve possible à un refus de complément. Cela pourquoi? Parce que Olivier Gérard l'a très bien dit, aujourd'hui, par le principe des architectes accompagnateurs de parcours, on est dans la notion de parcours. Donc on ne paye pas un diplôme pour un diplôme, on est bien dans une continuité. Et il y a donc une possibilité d'intégration dans le cadre du conseil en évolution professionnelle ou de la transition professionnelle, d'intégration de ce diplôme dans ce parcours. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce n'est pas une reconnaissance pour une reconnaissance, c'est pourquoi cette reconnaissance et pourquoi ce diplôme. On sait qu'on a des diplômes qui recrutent mieux, entre guillemets, que d'autres. Si c'est pour une continuité de parcours, autant choisir un diplôme qui recrute mieux. Et ça, c'est le travail des AAP, justement, d'aider et d'accompagner. Hein. Madame Ménard, n'hésitez pas à reprendre la parole si je me trompe. D'accompagner sur le bon diplôme par rapport au profil de la personne, mais aussi par rapport à son objectif. C'est pour ça que nous, le principe du financement, France Travail va aller surtout aujourd'hui où il n'y a encore rien d'arrêté au niveau légal, puisqu'on est toujours, comme l'a dit Olivier Gérard, en attente du décret définitif de création de France VAE.
Ce décret d'application va se traduire chez nous en instruction. Qu'est-ce qu'on fait de cet établissement et de sa mission pour pouvoir l'intégrer aussi dans l'aide aux demandeurs d'emploi? Donc l'aide financière, c'est une chose, c'est ce qu'on va voir immédiatement, mais nous, en tant qu'opérateur du CEP, c'est aussi dans le cadre de cette marche, cet appui supplémentaire sur lequel on va pouvoir compter pour la mise en place du parcours des demandeurs d'emploi vers leur réinsertion. À côté de cela, donc, on a le financement pur du parcours, mais on a aussi les aides qui sont données. Et donc, en l'état actuel, en raison de la nature de l'accompagnement tel qu'il est établi, aucune aide financière n'est associée à ce dispositif. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'enveloppe ouverte à un dispositif. Il y a des enveloppes ouvertes à une formation, il y a des enveloppes ouvertes à certaines prestations, et aujourd'hui, l'accompagnement tel qu'il est établi n'a pas de cadre. Il a un cadre légal, bien sûr, grâce aux 2 décrets qui ont déjà existé, mais il n'a pas de cadre législatif nous permettant de sortir financièrement une aide technique que l'on pourrait justifier. On l'a fait en 2024 dans un cadre particulier, mais il n'a pas pu être maintenu pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on nous a rappelé que on peut utiliser entre guillemets une caisse autre pour un dispositif particulier, mais qui dit dispositif particulier dit qu'au bout d'un moment, on doit rentrer dans le dispositif légal global. Et aujourd'hui, on est en attente de ce décret pour savoir justement quelles sont les aides qui peuvent être associées. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors, il n'y a pas de question par rapport au financement de France Travail. Peut-être une question à laquelle vous allez pouvoir répondre, les intervenants. Existe-t-il en Pays de la Loire un financement pour les candidats sans accompagnement? S'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de financement. Que les choses soient très Voilà. claires. C'est-à-dire que globalement, s'il n'y a pas d'accompagnement, le choix, c'est je suis seul, donc je ne mobilise pas un accompagnateur. Alors, s'il trouve un accompagnateur qui veut travailler gratuitement, moi, je n'ai pas de sujet là-dessus. Par contre, effectivement, il peut, et il ne faudrait pas que ce soit non plus inverser les rôles, c'est-à-dire il peut toujours se retourner vers un point relais conseil ou voir un acteur du CEP. Malgré tout, ce n'est pas le travail d'un acteur du CEP ou d'un point relais conseil de faire l'accompagnement, mais bien plutôt d'être sur l'amont du dispositif. Donc, il faut que le candidat sans accompagnement mesure bien que quand c'est pas accompagnement, c'est zéro accompagnement et que effectivement, il aura en plus à sa charge les frais de jury à payer et que les frais de jury sont financés globalement par personne. Alors, peut-être que une région ou un Pôle emploi ou un France Travail ou je ne sais qui pourrait éventuellement mobiliser un peu d'argent pour les frais de jury, mais c'est même pas sûr du tout. Et donc, comme la logique est une logique de parcours, sans accompagnement, c'est sans argent et sans cofinancement. C'est exactement la même lecture. On est bien sur cette lecture de parcours, c'est-à-dire qu'on démarre un process et on va jusqu'au bout du process. Si on veut dès le départ dire je veux le faire tout seul, on va jusqu'au bout tout seul. Les aides financières, notamment liées au CPF, ne sont pas des aides sociales, entre guillemets. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui j'ai une difficulté financière et je mobilise aujourd'hui l'aide possible. C'est je rentre dans un parcours, donc je mobilise l'aide pour le financement du parcours. La marche arrière est vraiment à l'appréciation, comme une aide sociale, c'était à l'appréciation du dossier, des moyens qui sont associés, la possibilité qu'il y a à faire. J'en profite pour répondre à la question de Nathalie Geoffroy, dont France Travail ne finance pas du tout pour le moment, si sous condition. C'est-à-dire comme on est troisième financeur entre le CPF, la région, si la région ne finance pas, France Travail ne finance pas pour les demandeurs d'emploi. Mais le CPF, donc financement individuel personnel, mon compte personnel de formation, et le mien. On tire dessus et on le mobilise, mais la région abonde encore. C'est pour ça qu'on parle d'abondement, c'est-à-dire rajouter de l'argent dans la limite de 90%, comme ça a été précisé par Madame Nolin, du montant total. Il resterait donc potentiellement 10% à financer. En tant que demandeur d'emploi, quand il va mobiliser son CPF, il aura coché région Pays de la Loire, donc il y aura l'abondement de la région et il y aura un reste à charge de possibilités. Je demande le financement à France Travail ou je le finance par mes propres deniers et donc je rentre mon numéro de carte bleue. Une question également. Donc, l'étape de recevabilité et les frais de jury sont bien éligibles au CPF.
Alors, les frais de jury sont, attention, on va changer l'offre EDOF, hein. Donc ça, c'est les éléments qui vont être aussi dans le projet de décret. C'est que les certificateurs, d'abord, les certificateurs ont l'obligation de communiquer leurs frais de jury sur France VAE. Donc c'est la transparence. Alors, par exemple, c'est compliqué parce que le ministère du Travail, par exemple, n'est pas capable encore aujourd'hui de nous dire quels vont être les frais de jury qu'il va facturer, parce que c'est très variable. Et donc, c'est un sujet. Sur l'éducation nationale, ça va être aussi un sujet parce que chaque DAVA avait son autonomie. Ce qui veut dire que sur les certificateurs privés, on est très très au clair. Sur les ministères, c'est plus compliqué. Ce qui veut dire que les accompagnateurs, il n'y aura pas de rubrique frais de jury, c'est-à-dire que les certificateurs ne vont pas déposer une offre sur RedOff uniquement pour les frais de jury. Ils sont intégrés dans un parcours porté par l'architecte accompagnateur de parcours. Et donc, ça veut dire que le candidat ne pourra pas faire financer ses frais de jury s'il n'y a pas d'action, entre guillemets, d'accompagnement en amont, hein. Donc, l'autonomie, c'est l'autonomie, hein. C'est je finance sur mes fonds propres, j'assume la totalité du parcours, hein. C'est comme si vous dites, défendre mon procès tout seul, mais je prends quand même un avocat commis d'office pour qu'il rédige mes conclusions. Ben non, ou que je lise les conclusions de l'avocat commis d'office. L'autonomie, c'est l'autonomie et vous assumez le fait d'être en autonomie jusqu'au bout. Et c'est Madame, surtout que c'est un droit, hein. Comme l'a précisé Olivier Gérard par rapport Ouais. à ce qu'il avait présenté, qui avait été débouté, entre guillemets, par le juriste du ministère, c'est le respect des droits individuels, C'est tout ça. simplement. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre argent. Et si vous voulez vous financer un parcours VAE de votre propre chef, vous avez cette possibilité. On ne peut pas vous obliger à bénéficier de financements publics ou autres, mais en tout cas liés à votre statut. C'est pour ça que la démarche aussi est obligatoire, c'est-à-dire le remplissage d'un formulaire pour bien spécifier la demande, l'inscription sur la plateforme France VAE pour bien spécifier la demande et bien cliquer dans toutes les cases pour les demandes de financement. Tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas nous qui allons chercher les gens pour leur dire, bah, au fait, vous avez une possibilité. Comme ça vient d'être dit, C'est pour ça que effectivement, sur mon compte formation, l'abondement de la région est proposé, enfin tout financement est proposé, il n'est pas mobilisé de fait. Autant pour la région des Pays de la Loire, il est proposé automatiquement dès lors que le titulaire de CPF, on va dire, remplit les critères d'être demandeur d'emploi inscrit à France Travail et qu'il réside dans le Pays de la Loire. Il va être proposé automatiquement, mais il n'est pas mobilisé automatiquement. Ça relève, comme ça vient d'être très justement dit, d'un choix individuel de le mobiliser ou pas par le titulaire du compte du CPF. et peut-être, Madame Nolin, comment sollicite-t-on un abonnement région? Peut-être que là, c'est peut-être une question plus technique. Enfin, comment on fait? Alors, eh bien, on se connecte à son compte, mon compte formation avec ses identifiants sécurisés. Les identifiants sécurisés, c'est ceux de France Connect, hein, pour faire simple. Il peut y en avoir d'autres identifiants sécurisés, mais c'est principalement ceux-ci qui sont utilisés. Chaque actif, dès lors qu'il a 16 ans, dispose d'un compte sur mon compte formation. Donc, on se rend sur son espace. Sur l'espace, on va chercher la prestation qui nous intéresse. Là, en l'occurrence, donc une prestation d'accompagnement à la VAE. On formalise une demande d'abord auprès de l'organisme délivrant l'accompagnement à la VAE, qui renvoie un devis. Et dès lors que le titulaire accepte le devis, il peut mobiliser ensuite l'abondement proposé par la région, puis ensuite financer le reste à charge via ses propres moyens ou en sollicitant un abondement du côté de France Travail. Je précise aussi que sur cette démarche, sur mon compte formation, le demandeur d'emploi, avant même d'envoyer, de formaliser sa demande d'achat de prestations auprès de l'organisme, peut voir si d'ores et déjà il est éligible à l'abondement de la région, puisque à cette étape, donc avant l'envoi de la demande d'achat, il y a le logo des financeurs possibles qui apparaissent sans que le montant de l'abondement soit indiqué ou des différents financements à cette étape. Mais là, en l'occurrence, c'est bien le logo de la région des Pays de la Loire qui s'affiche. S'il ne s'affiche pas, c'est que le titulaire n'est pas éligible
Alors, la prestation, là, elle est codée sur mon compte formation avec un code CPF 200. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas éligible, puisque dès lors que ça a été bien renseigné, si l'abondement n'est pas proposé, c'est que le titulaire ne remplit pas une des conditions, puisque c'est l'ensemble des critères la résidence en Pays de la Loire et l'inscription à France Travail et le fait d'être donc demandeur d'emploi par définition, qui préside au fait de se voir être proposé un abondement. Les montants de l'abondement apparaissent, comme je l'ai dit, en étape 3 à peu près, dès lors que le devis a été validé par le titulaire de CPF. Et c'est une fois que toute la chaîne des financements est consolidée sur la plateforme Mon Compte Formation que le titulaire va venir valider son achat et il a un certain nombre de jours avant le démarrage de la prestation pour bien ficeler tout son financement ou ses financements, en tout cas le financement global. Il y a quelques jours ouvrés, c'est pour que effectivement, s'il y a mobilisation, sollicitation d'un abondement auprès de France Travail puisse avoir le temps de réaliser l'instruction qui a été rappelée. Et puis, c'est des délais, évidemment, pour que aussi chacun et chacune puisse être prêt ensuite à démarrer la prestation. Toutes les informations sont disponibles sur le site Choisir mon métier Pays de la Loire ou sur le site paysdelaloire.fr où vous avez des pages dédiées au financement de la région des Pays de la Loire sur la prestation d'accompagnement à la VAE et tous les cheminements sont rappelés avec les liens utiles pour accéder à mon compte formation. Merci, Madame Nolin. J'ai une autre question de Céline. Bonjour, j'ai suivi la formation d'AAP et j'accompagne 2 personnes via un financement employeur pour pouvoir demander ensuite la certification Calliope et me faire référencer sur France VAE. Dans l'attente d'être référencée, comment se font les démarches sur France VAE? Alors, là encore, on est dans une zone un peu pas tout à fait de non-droit, mais de non-précision. On va appliquer la même chose que pour les financements Calliope tout court, c'est-à-dire on va vous référencer de manière transitoire sur France VAE, c'est-à-dire qu'on va vous dire, bah, on va vous donner un agrément, vous allez nous justifier que vous êtes dans une démarche Calliope, et à ce moment-là, vous allez nous dire à quelle date vous finissez votre certification. On va vous donner un délai de 2 mois, 3 mois. Et si vous n'avez toujours pas obtenu votre référencement, à ce moment-là, on vous supprimera de la plateforme. On peut faire ce qu'on appelle un enregistrement provisoire. Et donc, ça, c'est pas très compliqué à faire. On est en train d'y réfléchir. On a beaucoup de boulot en ce moment, mais vous pourrez de toute façon vous faire référencer en tant que transitoire, enfin, en tout cas, dans une phase un peu de transition qui ne peut pas s'éterniser au-delà de 2 ou 3 mois ou 4 mois. Merci, Monsieur Gérard. Je propose qu'on passe la parole à Monsieur Legendre et à Madame le métayer de Transition Pro Pays de la Loire Juste pour... avant, peut-être, il y a une toute petite question sur les frais de recevabilité des certificateurs. Ah Madame oui, Fouché, en 2 mots, ça va aussi disparaître, puisqu'en fait, les facturations des dossiers de recevabilité, qui n'existent plus, sont maintenant des dossiers de faisabilité, où avant, les certificateurs, ils passaient 2, 3 heures parce qu'il fallait compter toutes les pièces, tout ce machin-là. Aujourd'hui, le dossier de faisabilité est d'une simplicité redoutable et permet en quelques minutes, enfin, en un quart d'heure, de voir l'expérience, que tout le travail en fait est fait par l'accompagnateur, architecte, accompagnateur de parcours et le candidat. Donc ces frais n'ont plus de justification. Ce qui veut dire que ça ne veut pas dire que le certificateur n'a pas un peu de boulot, mais donc nous, ce qu'on leur recommande maintenant, c'est qu'ils ne peuvent pas facturer les frais de recevabilité, en tout cas. Ils sont pas prévus comme ça. Par contre, qu'ils l'intègrent dans les frais de jury, c'est-à-dire que s'ils ont besoin de 50 ou 100 euros eh ben, il l'intègre dans les frais de jury, c'est l'émission du certificateur, recevabilité et frais de jury, dans la mesure où ça reste raisonnable. Voilà, mais maintenant, il n'y a plus de justification sur les frais de recevabilité facturés par les uns et les autres. C'est notamment, de mémoire, l'Éducation nationale qui le fait, mais pas partout. Et donc, ça fait partie des discussions qu'on aura avec le ministère de l'Éducation nationale pour refondre un peu cette approche-là. Et qu'on n'ait plus qu'un seul prix, qui est les frais du certificateur, hein, dont la recevabilité avec les frais de jury. merci, Monsieur Gérard. Je vous laisse la parole, Monsieur Legendre, Madame le métayer, sur le point sur les financements de Transition Pro Pays de la Loire. Merci Pauline. Donc nous, Bonjour. Transition Pro, donc ex-FONGECIF, nous finançons essentiellement
les reconversions des salariés en reconversion interne ou en externe de l'entreprise. Mais en tant que financeur historique de la VAE, on a décidé en Pays de la Loire de continuer à financer la VAE pour les salariés. Je vous laisse la main, Cassandra. Oui, donc nous finançons bien le dispositif VE pour les salariés du secteur privé. Donc depuis janvier 2020, depuis le changement FONGECIF Transition Pro. Vous devez justifier d'expérience en rapport direct avec une certification donc inscrite au RNCP, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, Répertoire national des certifications professionnelles. Et nous pouvons prendre donc Transition Pro à notre charge les coûts de votre accompagnement à hauteur de 2 000 euros. Donc il y a deux modalités pardon, qui s'offrent à vous. Donc si vous le faites hors temps de travail, il n'y a aucune démarche à faire vis-à-vis de l'employeur. Vous réaliserez simplement vos démarches sur votre temps libre, congé, etc. Et si vous souhaitez le faire sur votre temps de travail, vous pouvez demander ce qu'on appelle un congé VE à votre employeur. Donc c'est d'environ d'une durée de 48 heures, hein. C'est vraiment pour passer devant le jury. Vous devrez leur envoyer donc un courrier qu'on appelle autorisation d'absence pour avoir leur accord. Voilà. Après, on présente aussi des réunions d'information, mais vraiment purement d'information. La première porte donc en visioconférence. Il y avait besoin effectivement de plus d'explications. Pour les salariés aussi les demandeurs d'emploi dans le Mm. cadre d'un partenariat avec le Conseil régional. Ce financement, j'ai vu tout à l'heure jusqu'à quand il allait durer ce financement. Aujourd'hui, on l'a jusqu'à 31 décembre de cette année, parce qu'il est pris dans le cadre de nos budgets de PTP, de projet de transition professionnelle. Je n'ai pas un budget propre à la VE qui est défini par France Compétences. Donc au moins jusqu'à la fin d'année, on assure sur un financement à peu près de 150 VE possibles jusqu'au 31 décembre. Après, on verra. Il y a une négociation en cours sur les reconversions auprès des partenaires sociaux au niveau national. On verra ce qui en sortira. Oui, alors il y a une question effectivement sur les financements, alors cette fois-ci au niveau national, des transitions pro. Il se trouve que vous avez de la chance dans votre région d'avoir encore une association qui a un peu d'argent, que plus personne n'en a vraiment beaucoup d'ailleurs. C'est bien dans l'accord enfin dans la négociation en cours de la transition professionnelle que les partenaires sociaux sont en train de négocier, d'intégrer la VAE dans un dispositif de transition professionnelle tel que le législateur l'a voulu, ce qui veut dire que ça pourrait donner une fenêtre d'ouverture aux associations de transition pro en matière de financement. Tout ça doit être confirmé par la signature d'un accord paritaire étendu, etc. Donc il va se passer un petit peu de temps. Mais jusque maintenant, les associations de transition pro avaient ce qu'on appelait une lettre de couverture, une autorisation d'engagement de crédit qui n'a pas été renouvelée pour des questions de timing politique. Mais on va essayer de sécuriser ça pour qu'effectivement les associations de transition pro puissent de nouveau accompagner la transition professionnelle, puisque l'AVE est un outil de la transition professionnelle. On a une question par rapport aux 48 heures pour les jurys. Est-ce que le congé englobe-t-il l'ensemble de la démarche? Je vais Cassandra? répondre. Non, effectivement, le congé englobe uniquement le passage devant le jury. Quand vous allez passer effectivement votre examen. Mais sinon, c'est effectivement sur votre temps libre. Ok, merci. Alors, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions ou si vous souhaitez également réactiver vos micros et poser des questions en direct, c'est possible aussi. On est super dans le timing, donc on avait ce temps qui était aussi à disposition pour les participants pour qu'ils puissent poser des questions, donc n'hésitez pas. Je ne vois pas de questions pour le moment. Est-ce que les intervenants, vous voulez ajouter des éléments? Non, simplement dire qu'effectivement, en 2025, c'est encore un peu instable. Euh, euh, on, on a pris un peu de retard. Vraisemblablement, le calendrier qui était prévu un peu dérapé, mais comme toute transformation publique, ça prend un peu de temps.
Il faut aussi comprendre que comment fonctionne en mode itératif, le corpus réglementaire fonctionne après qu'on ait itéré, après qu'on ait testé. Donc le dispositif n'est pas complètement stabilisé. Ce qui est important, c'est que vous compreniez bien les enjeux de la réforme, hein, comment on a profondément modifié l'approche de la VAE pour en faire un vrai outil de la transition professionnelle, parce que c'était vraiment une de nos préoccupations, ce dispositif qui était très, très à côté des choses. Il y avait quand même beaucoup de sens. On a voulu aussi simplifier beaucoup le temps administratif, qui est un temps perdu pour les usagers. On constate aujourd'hui que malgré tout, 80% du temps des usagers est consacré à la rédaction. Donc, on a enlevé quand même beaucoup, beaucoup de temps euh, sur ces temps administratifs de recevabilité, de constitution de livret A, etc. Donc, c'est une vraie avancée. Point aussi important, c'est la satisfaction des candidats. Alors, on n'a pas beaucoup communiqué parce qu'on va réserver les chiffres à la ministre pour la fin du mois, mais on a fait une enquête de satisfaction des usagers où il y a plus de 3500 usagers qui ont répondu sur la plateforme, sur l'enquête flash, sur comment ils percevaient le parcours au sein de la plateforme. Enfin, on est sur les taux de satisfaction extrêmement élevés. Satisfaction élevée aussi de la part des accompagnateurs, architectes accompagnateurs de parcours. Donc, globalement, nos concitoyens sont plutôt même très, très satisfait de la manière dont on a accompagné la réforme. Et c'est pour nous, service public, une vraie satisfaction parce que je pense qu'on n'a pas tapé à côté. Alors c'est sûr que ça bouscule un peu, hein. Il faut avoir conscience que les process, c'est compliqué. Faire avancer une machine comme l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, c'est compliqué. Faire avancer un conseil régional, c'est compliqué. Mais en fait, tout le monde est de bonne volonté parce qu'on a tous à cœur que la réforme réussisse. La transformation publique, bah, elle s'accompagne. Et donc, c'est pour ça que vous avez des fois des stop and go, des postures. Et puis, mais bon, là, aujourd'hui, vraiment, la réforme est en route et on ne devrait plus attendre trop, trop longtemps pour qu'elle se concrétise définitivement. Certes, avec un an de retard, mais bon, on a mis 20 ans à réformer la VE, 22 ans, un an de plus, c'est pas très, très grave. Voilà, donc en tout cas, je sais que vous êtes tous des acteurs très impliqués dans cette région et c'est bien aussi de remercier aussi les acteurs des territoires parce que sans cette qualité d'accompagnement, sans les relais qui sont portés par les conseils régionaux, par France Travail, on n'y arriverait pas tout seul et c'est pour nous un point extrêmement important. Merci, Monsieur Gérard. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir clore ce webinaire et remercier donc tous les participants qui étaient présents aujourd'hui et tous les intervenants. Donc, je tiens à remercier Monsieur Gérard de France VAE, Madame Ménard du CIBC, Madame Nolin de la région, Monsieur Rouault de France Travail, ainsi que Monsieur Legendre et Madame Le Métier de Transition Pro. Merci Merci à vous Pauline. pour l'invitation. Au revoir et bonne Merci. fin de journée à tous. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. Merci.